L'histoire des Juifs de France, un nouveau numéro aujourd'hui, toujours en compagnie de Christophe Dard pour découvrir une période, une date, un épisode, des personnages incontournables de la communauté juive dans notre pays et qui ont fait l'histoire de France, l'histoire de la France. Ce matin, nous nous arrêtons à l'année 1789 qui marque le début de la Révolution française et nous allons plus précisément nous intéresser sur plusieurs épisodes à la place des Juifs en France à cette période, alors que dans les mois qui vont suivre, leur vie va basculer et connaître un tournant inédit, puisque oui, ils deviendront enfin citoyens français. Christophe, avant de faire cet état des lieux, donc qui fait le bilan de près de 2 millénaires de présence juive, et nous commençons aujourd'hui par les Juifs d'Alsace, peut-on rappeler la situation de la France justement à la veille de la Révolution française ? Et c'est un royaume lourdement endetté qui a dépensé beaucoup d'argent dans différentes guerres et dont les caisses sont vides depuis plusieurs mois. Les mauvaises récoltes dues à des conditions climatiques difficiles entraînent la famine et la hausse des prix alors que les paysans sont déjà soumis à de lourds droits seigneuriaux. Des émeutes populaires ont d'ailleurs déjà lieu. Et pour ne rien arranger, la cour a une très mauvaise réputation. Et alors que le peuple souffre, des financiers proches du roi sont accusés de spéculer. C'est surtout à l'image de la reine Marie-Antoinette qui cristallise toutes les rancœurs. Une image désastreuse, surtout depuis la fameuse affaire du collier en 1785. Vous savez, c'est ce scandale qui a pour origine une escroquerie montée par une femme, la comtesse de Lamotte, qui organise une rencontre nocturne entre le cardinal Louis de Rohan, tombé en disgrâce auprès de la reine, et une comparse que le cardinal prend pour la souveraine et à qui il fait remettre un collier de diamants de 1 600 000 livres. Même si la reine est innocente dans cette affaire, eh bien ce gaspillage et ce luxe indécent vont susciter la colère dans l'opinion et pour tout dire, définitivement achever une image déjà écornée. Et oui, on peut le dire. Alors pour essayer de trouver des solutions à la crise économique et politique qui frappe le royaume, des cahiers de doléances recueillent les vœux, les demandes, les protestations adressées au roi et sont rédigés dans le cadre des États généraux. Ils s'ouvrent à Versailles à partir du 5 mai 1789. Et oui, vous savez, les grands débats et les consultations populaires, ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, ils ne s'étaient pas réunis à l'époque depuis 1614, preuve à la fois de la monarchie absolue qui règne alors, mais aussi de la gravité de la situation. Car si l'on réunit les États généraux pour la première fois depuis 75 ans, c'est vraiment que la situation est catastrophique. Et d'ailleurs, ces États généraux regroupent, il faut le savoir, les 3 ordres de la société, clergé, noblesse, tiers état, et la suite, bien sûr, on la connaît. Aucune solution n'aboutit. Les 3 ordres décident de s'unir en Assemblée nationale tant qu'aucune réforme n'est mise en place. Et après le renvoi du ministre des Finances, le fameux Nègre, le 11 juillet 1789, eh bien la révolte va gagner Paris, puis la province. À la veille de la Révolution, on compte environ 40 000 juifs établis en France, ce qui est peu, mais ce qui est aussi la conséquence d'une série d'expulsions que nous vous avons racontées au fil de ces épisodes et d'un certain nombre de persécutions et de discriminations qui persistent aussi depuis plusieurs siècles. Et les expulsions en effet récurrentes, souvenez-vous, 533, 633, 1182, 1254, 1306, 1322 et 1394. Non, évidemment, ce ne sont pas les chiffres du loto, mais ce sont bien les chiffres de ces dates répétées, régulières, des expulsions, qui d'ailleurs, celle de 1394, il faut le savoir, est toujours en vigueur, puisque l'édit n'a pas été aboli officiellement. Et d'ailleurs, ajoutons aussi l'édit d'expulsion de 1615, dont nous avons également parlé. Et puis ajoutons aussi les expulsions au niveau local, en 1240 en Bretagne, en Provence aussi, en 1498 et 1500, et puis aussi bien sûr aux Antilles, en Louisiane, respectivement 1683 et 1724. Donc vous voyez, ces expulsions sont hélas très nombreuses et très régulières, qui s'accompagnent d'ailleurs de taxes, de spoliations, de port de la rouelle comme signe distinctif, de rappel puis d'arrestation ou aussi d'exécution, surtout à la période moyenâgeuse, soit à la suite de folles rumeurs ou sur décision catholique, avec le poids grandissant de l'Inquisition dans la foulée aussi, surtout de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Malgré tout, il y a donc une permanence de la présence juive en France et les quelques 40 000 juifs du royaume recensés en 1789, donc je le disais, sont présents sur plusieurs points du territoire. Et d'abord, commençons par là justement où ils sont le plus nombreux, en Alsace. Et c'est par le traité de Westphalie que l'Alsace est rattachée au royaume de France en 1648, au tout début du règne de Louis XIV. On compte environ près de 20 000 juifs en Alsace. Ce sont des communautés anciennes, stables, ashkénazes, venus d'Allemagne et qui globalement ont moins souffert de persécutions par rapport à d'autres provinces, que ce soit avant ou après
après l'annexion de leurs terres par le royaume de France. Toutefois, les Juifs d'Alsace vivent pour la plupart dans la misère et sont contraints de s'installer à la campagne car ils sont rejetés en ville et interdits d'exercer des métiers plus valorisants. Ne pouvant posséder de terre, ils sont réduits à des emplois ingrats de maquignons, de colporteurs, de prêteurs, de brocanteurs et de marchands de bestiaux. Et les synagogues qui sont souvent vétustes et modestes, et de plus les autorités locales sont libres de les expulser ou pas. Finalement, on peut dire qu'il n'y a qu'en temps de guerre que les Juifs sont respectés car ils se livrent au commerce des chevaux et ils rendent des services aux armées royales en donnant une certaine faveur et un certain respect auprès des autorités. À cette même période, un homme se bat pour améliorer le sort des Juifs d'Alsace. Il s'appelle Cerbère. C'est un personnage riche, instruit et puissant qui est depuis 1764 préposé général de la nation juive d'Alsace. Oui, je vais vous expliquer ce que c'est effectivement Cerbère, qui est né à Medelsheim dans le Saint-Empire en 1726. Il est d'abord marchand de bestiaux, et oui, comme beaucoup de Juifs d'Alsace. À l'époque, puis il devient fournisseur aux armées lors de la guerre de 7 ans, ce qui va lui permettre d'être accepté par les autorités qui lui permettent notamment énorme privilège de quitter Bischheim, où il vit avec sa famille, pour Strasbourg, qui est une ville, il faut le savoir, alors interdite aux Juifs. En 1764, et bien donc, il est, comme vous l'avez dit, l'un des préposés généraux de la nation juive. Alors ça consiste en quoi? Eh bien, à défendre auprès des autorités les droits de ses coreligionnaires et aussi de s'occuper de la rentrée des taxes trop nombreuses, hélas, imposées aux Juifs. Cerbère est très impliqué en particulier dans l'abolition du péage corporel, incroyable quand même pour les Juifs d'Alsace, que l'on trouve à l'entrée de la province et aussi aux portes de Strasbourg. Ben oui, car vous le savez, les péages, Ilana, eh bien, en principe, c'est fait pour les animaux, notamment, et pour les marchandises. Et bien donc, à l'époque, effectivement, on le faisait, ce péage corporel pour les Juifs d'Alsace à l'entrée de la province et effectivement aux portes de Strasbourg. Mais il faut le savoir quand même qu'on a un petit peu évolué sur ce sujet, si on peut dire, à l'époque, puisque ça fait débat et certains quand même se demandent s'il ne faudrait pas l'abolir, il serait quand même temps. En 1783, c'est ainsi que le procureur de la commission des péages adresse son avis au contrôleur général des finances en écrivant « Les Juifs sont hommes, si on les considère comme tels, pourquoi les laisser plus longtemps dans l'esclavage et l'humiliation? Pourquoi ne pas arracher cette dernière racine de persécution, ce dernier rejeton d'erreur, fruit des siècles d'ignorance et de barbarie ?» Et du coup, grâce à son entêtement et à ses relations, Cerbère obtient la fermeture au début de l'année 1784 de ce péage corporel à Strasbourg, mais moyennant quand même le versement d'une somme de 48 000 livres à la ville de Strasbourg, somme que Cerbère justement avance. Et quelques mois plus tard, le 10 juillet 1784, sont publiées des lettres patentes qui ne vont pas dans le sens d'une émancipation de la communauté juive d'Alsace. Bien au contraire, les quelques 3 910 familles juives réparties dans les 386 localités de la province restent soumises à de nombreuses restrictions. Et ils n'ont pas le droit d'employer des chrétiens, des syndics administrent la répartition de l'impôt et garantissent l'ordre, et puis les mariages sont soumis à autorisation royale. Et de manière générale, les actes d'état civil doivent obligatoirement être déclarés. Ces lettres patentes ordonnent aussi un recensement des Juifs de façon à préparer leur expulsion sans droit légal de résidence et qui ont vocation à être expulsés. Finalement, la seule nouveauté qui va dans le bon sens, c'est que les Juifs peuvent travailler sur des terres. Enfin, ils ne peuvent pas les posséder. Et puis Strasbourg, surtout, continue à mettre en place son péage corporel. Cela ne décourage pas Cerbère, par ailleurs. Pour améliorer le sort des Juifs en Alsace, il demande au philosophe juif allemand Moïse Mendelssohn d'écrire un mémoire en leur faveur de la réforme politique des Juifs, finalement écrite par un non-juif, Christian Wilhelm von Dohm. Cerbère fait traduire l'ouvrage en français. Et Cerbère est un homme actif dans la communauté, porte-parole d'ailleurs des Juifs d'Alsace, lorsque, en 1788, le roi Louis XVI charge le magistrat Malesherbes d'étudier la situation des Juifs en France en vue d'y apporter des réponses. Bert fait partie des juristes indépendants des provinces à forte population juive et des représentants des communautés de ces régions afin de connaître leurs souhaits. Malheureusement, les cahiers de doléances puis la Révolution vont mettre tout cela de côté. Et on y reviendra, je pense, bien sûr, au cours des prochains épisodes. Les Juifs d'Alsace sont donc dans une situation difficile à la veille de la Révolution française. Merci Christophe pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France. Tous les épisodes à retrouver d'ores et déjà en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube. Après l'Alsace aujourd'hui, nous parlerons donc au prochain numéro des Juifs de Lorraine, de Paris, de Bordeaux, ainsi que de ceux vivant dans les États du Pape et le comtat vénétien. Vous verrez que leur quotidien de 1789 est assez différent d'une province à l'autre. Exactement, nous prendrons le calèche. Je vous affrète un calèche, on part tous les deux faire le tour de France, effectivement, direction 1789. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, tout à fait.